Cette querelle débuta à propos d'un lopin de terre se trouvant sur l'un des deux sommets du Parnasse. Le plus élevé et le plus étendu des deux avait, semble-t-il, été depuis un temps immémorial la paisible propriété de certains résidents appelés les anciens, alors que l'autre était détenu par les modernes. Mais ces derniers, détestant leur présente position, envoyèrent certains ambassadeurs aux anciens, se plaignant d'un grave dommage, à quel point la hauteur de cette portion du Parnasse gâtait quasiment la perspective de la leur, spécialement vers l'est, et par conséquent, afin d'éviter une guerre, il leur offrait le choix de cette alternative. Soit les anciens voudraient bien se déplacer, eux et leurs effets, jusqu'au sommet le plus bas, que les modernes leur abandonneraient gracieusement et se hausseraient à leur place. Soit les dits anciens donneraient aux modernes la permission de venir avec pelle et pioche pour aplanir le dit mont jusqu'au niveau qu'ils jugeraient convenable. Ce à quoi les anciens répondirent qu'ils s'attendaient vraiment bien peu à un tel message de la part d'une colonie qu'ils avaient admise par pure bienveillance à s'établir en un si proche voisinage, que, en ce qui concernait leur propre siège, ils en étaient aborigènes, et par voie de conséquence, parler avec eux d'un déplacement ou d'une reddition était un langage qu'ils n'entendaient point. Que si la hauteur du mont, de leur côté, diminuait la perspective des modernes, c'était un désavantage qu'ils ne pouvaient empêcher, mais désiraient qu'ils considèrent si ce préjudice, si c'en était un, n'était pas largement compensé par l'ombre et l'abri qu'elle leur procurait. Que, pour ce qu'il en était d'aplanir ou de creuser, c'était soit folie, soit ignorance que de le proposer, s'ils savaient ou non que ce côté-là du mont était entièrement constitué de rochers qui briseraient leurs outils et leur briseraient le cœur sans que lui soit causé le moindre dommage. Que, par conséquent, ils conseilleraient plutôt aux modernes d'élever leur côté du mont au lieu de rêver de rabaisser celui des anciens, et que non seulement ils souscriraient au premier de ces projets, mais aussi y contribueraient largement. Tout cela fut rejeté avec beaucoup d'indignation par les modernes, qui insistèrent encore sur l'un ou l'autre de leurs expédients. Et ainsi, cette divergence éclata en une guerre longue et obstinée. Des ruisseaux entiers d'encre furent épuisés, et la virulence des deux camps s'accrut énormément. Or, il faut comprendre que l'encre est la grande arme de jet dans toutes les batailles d'érudits. L'encre est propulsée par une sorte d'engin appelé plume. Une quantité innombrable de celle-ci est dirigée sur l'ennemi par les valeureux combattants de chaque camp avec une habileté et une violence égales, comme s'il s'agissait d'une bataille de porc-épic. Cette liqueur maligne fut composée par l'ingénieur qui l'inventa de deux ingrédients, le fiel et le vitriol. Elle doit, par son amertume et son venin, s'accorder à un certain degré au génie des combattants et aussi le fomenter. Le conservateur de la bibliothèque royale, personne de grand mérite, mais principalement apprécié pour son humanité, avait été un féroce défenseur des modernes et, lors d'une action sur le Parnasse, avait fait vœu de renverser de ses propres mains deux des chefs des anciens qui gardaient un étroit passage vers le rocher supérieur. Mais ses efforts pour grimper furent cruellement entravés par son propre poids et son penchant vers le centre de sa personne, propriété à laquelle les tenants du parti des modernes sont extrêmement sujets, car, ayant la tête légère, ils possèdent une agilité remarquable dans la spéculation et ils ne conçoivent rien si élevé que ce soit qu'ils ne puissent gravir. Mais en passant à la pratique, ils découvrent la pression d'un poids considérable dans leurs postérieurs et leurs talons.
Ayant ainsi échoué dans son dessein, le champion déçu voit une cruelle rancune aux anciens envers qui il résolut d'être odieux en montrant toutes les marques de faveur aux livres de leurs adversaires et en les logeant dans les plus beaux appartements. Alors qu'au même moment, quelques livres qui avaient la hardiesse de se déclarer défenseurs des anciens étaient enterrés vivants dans un coin obscur et menacés au moindre mécontentement d'être jetés à la rue. En outre, il arriva environ à cette époque qu'une grande confusion de résidence survint parmi tous les livres de la bibliothèque. Et cela fut attribué à plusieurs raisons. Certains l'imputèrent à un grand tas de poussière érudite qu'un vent pervers avait, en soufflant, fait tomber d'un rayon des modernes dans les yeux du gardien. D'autres affirmèrent qu'il avait eu l'humeur de ramasser les vers des scolastiques et de les avaler tout frais et à jeun. De là, certains tombèrent sur sa rate et d'autres grimpèrent jusque dans sa tête, à la grande perturbation des deux. Et enfin, d'autres affirmèrent qu'à force de beaucoup marcher dans la bibliothèque dans l'obscurité, il était capable de se méprendre et de fourrer Descartes à côté d'Aristote. Le pauvre Platon s'était retrouvé entre Hobbes et les 7 sages, et Virgile cerné par Dryden d'un côté et Weaver de l'autre. Pendant ce temps-là, ceux des livres qui étaient défenseurs des modernes choisirent l'un d'entre eux pour faire une avancée dans toute la bibliothèque, vérifier le nombre des membres de leur parti et leurs forces et organiser leur affaire. Ce messager accomplit toutes ces tâches de façon très industrieuse et rapporta une liste de leurs forces, en tout 50 000, consistant en cavalerie légère, cavalerie et fantassins lourdement armés et mercenaires. Parmi ces derniers, les fantassins n'étaient en général que misérablement armés et encore plus pauvrement vêtus, les chevaux de grande taille, mais extrêmement dépourvus de courage et de raison de se battre. Cependant, quelques-uns des hommes, en commerçant avec les anciens, s'étaient équipés assez convenablement. Alors que les choses étaient en cet état d'effervescence, la discorde devint extrêmement vive. Des mots violents furent échangés des deux côtés, et un esprit de rancune engendré en abondance. Les choses avaient atteint ce point critique lorsqu'un incident matériel fortuit éclata, car sur l'angle le plus élevé d'une grande fenêtre demeurait une certaine araignée, gonflée jusqu'à l'outrance par la destruction de nombre infini de mouches dont les dépouilles gisaient éparses devant les portes de son palais, semblables à des os humains devant la caverne d'un géant. Les avenues menant à son château étaient protégées par des barrières et des palissades selon le procédé moderne de fortification. Après avoir traversé plusieurs cours intérieures, on arrivait au centre, d'où l'on pouvait éventuellement voir Madame l'Araignée dans ses appartements, pourvus de fenêtres donnant sur chaque avenue et d'entrées pour se jeter sur toutes les opportunités, attraper une proie ou se défendre. Dans cette demeure, elle avait vécu un certain temps en paix et dans l'abondance, jusqu'au jour où le bon plaisir de la fortune y conduisit une abeille. Un morceau cassé dans le carreau s'étant montré à sa curiosité, elle entra. Là, s'attardant un moment, elle finit par se poser sur l'un des murs de la citadelle de l'araignée, lequel, cédant sous le poids inégal, sombra jusqu'à la fondation même. Par 3 fois, l'abeille essaya de se forcer un passage, et par 3 fois, le centre fut ébranlé. À l'intérieur, l'araignée, sentant la terrible convulsion, supposa tout d'abord que la nature approchait de la dissolution finale. Cependant, à la longue,
elle résolut vaillamment de sortir et de faire face à son destin. Pendant ce temps, l'abeille s'était dégagée de ses raies et, postée en sécurité à quelque distance, s'affairait à nettoyer ses ailes et à les dégager des lambeaux de la toile d'araignée. Dans l'intervalle, l'araignée s'était aventurée à l'extérieur et, voyant les dégâts, les fissures et les ruines de sa forteresse écroulées, faillit ne plus savoir où donner de la tête. Elle gronda et jura, comme devenue folle, et fut près d'éclater à force de s'enfler. Enfin, jetant son regard sur l'abeille et comprenant avec sagesse la cause de ces événements, elle se connaissait de vue. « La peste t'emporte, dit-elle. Fille de... Est-ce toi qui, par vengeance, as causé tout ce désordre? Ne pourrais-tu pas regarder devant toi et aller te faire voir? Crois-tu que je n'ai rien d'autre à faire, au nom du diable, que raccommoder et réparer après que tu sois passé avec ton cul? Bonne parole, mon ami, dit l'abeille, s'étant maintenant nettoyée et disposée à plaisanter. Je te donne ma parole de ne plus revenir près de ton chenil. Depuis que je suis né, je ne me suis jamais trouvé dans d'aussi mauvais draps. Dame, répliqua l'araignée, s'il ne s'agissait pas de rompre la vieille coutume de notre famille, de ne jamais bouger pour affronter un ennemi, je viendrais t'apprendre à te tenir un peu mieux. Sois patiente, je t'en prie, dit l'abeille. Ou tu vas gaspiller ta substance et, pour autant que je sache, tu risques d'avoir besoin de tout ce que tu possèdes pour réparer ta maison. Coquine, répliqua l'araignée, il me semble que tu devrais avoir plus de respect pour une personne que le monde entier reconnaît comme faisant partie d'une classe supérieure à la tienne. Par ma foi, dit l'abeille, la comparaison se résume à une très bonne plaisanterie, et tu me feras la grâce de me donner les raisons que le monde entier est heureux d'invoquer dans une querelle si prometteuse. Là-dessus, l'araignée, s'étant gonflée jusqu'à avoir la taille et la posture d'un antagoniste, commença son argumentation dans le véritable esprit de la controverse, avec la résolution d'être vigoureusement injurieuse et coléreuse, de faire valoir ses propres raisons sans le moins du monde tenir compte des réponses ou objections de son adversaire et totalement déterminée par avance à ne pas se laisser convaincre. Or donc, fit l'araignée, pour ne pas me discréditer par la comparaison avec une telle coquine, qu'es-tu, en effet, sinon une vagabonde, sans toit ni feu, sans héritage et sans réserve, née sans aucune possession qui t'appartienne en propre, si ce n'est une paire d'ailes et un pipeau? Ton moyen de subsistance est l'universel pillage de la nature. Tu maraudes dans champs et jardins, et pour le plaisir de voler, tu dépouillerais une violette aussi aisément qu'une ortie, alors que je suis un animal d'intérieur, pourvu d'une réserve inhérente à ma personne. Ce grand château, pour prouver mes progrès dans les mathématiques, a été construit de mes mains, et tous les matériaux extraits de ma personne. Je me réjouis, répondit l'abeille, de t'entendre admettre enfin que je vis honnêtement grâce à mes ailes et à ma voix. Quant à ma musique et à mon vol, il semble que c'est aux cieux seuls que je les doive, et la Providence ne m'aurait jamais accordé de tels dons si ce n'était dans le dessein de les voir servir les fins les plus nobles. En vérité, je rends visite à toutes les fleurs d'arbres fruitiers et aux autres fleurs des jardins et des champs, mais quoique j'en recueille, m'enrichis sans la moindre offense à leur beauté, leur parfum ou leur goût. Or, quant à toi, ton habileté en architecture et autres mathématiques, je n'ai que peu de choses à en dire. Dans ton espèce de construction, il a pu y avoir, pour autant que je sache, assez de travail et de méthode, mais à travers une expérience douloureuse pour nous deux,
il n'est que trop évident que les matériaux ne valent rien. Et j'espère que désormais tu y verras un avertissement et que tu considéreras la matière et la durée tout autant que la méthode et l'art. Tu te vantes vraiment de n'être l'obligé d'aucune créature, mais de tirer tout de toi-même et de le filer, c'est-à-dire, si l'on peut juger la liqueur dans le flacon d'après ce qui en sort, tu possèdes en ton sein une belle abondance de saleté, de poison, et bien qu'en aucune façon je ne voudrais sous-estimer ou dénigrer tes réserves authentiques de l'une et de l'autre, cependant, je me doute que pour accroître tes réserves des deux, tu es quelque peu redevable à une certaine aide extérieure. Ta part inhérente de saleté ne manque pas de s'enrichir des balayages qui s'effectuent en dessous, et un insecte te fournit la dose de poison nécessaire à la destruction d'un autre, de sorte qu'en bref, la question revient à ceci: savoir qui est la plus noble créature des deux, celle qui, par une contemplation paresseuse d'un périmètre de 4 pouces, par une orgueilleuse outrecuidance, se nourrissant et engendrant à partir d'elle-même, transforme tout en excréments et en venin pour ne produire finalement qu'un piège à mouches et une toile d'araignée. Ou bien celle qui, par un champ d'action universel, par une longue quête, beaucoup d'études pour juger vraiment des choses et être capable de discernement, rapporte du miel et de la cire. La discussion fut menée avec tant d'ardeur, de vocifération et de chaleur, que les deux parties des livres en armes qui se trouvaient en dessous restèrent un moment silencieux, attendant dans l'incertitude quelle pourrait bien en être l'issue. Mais leur incertitude ne dura pas longtemps, car l'abeille, s'impatientant devant une telle perte de temps, s'envola directement vers un parterre de roses sans attendre de réponse et laissa l'araignée, tel un orateur concentré sur lui-même et prêt à éclater. Il est impossible d'imaginer le tumulte soulevé parmi les livres à la clôture de ce long discours. Les deux parties saisirent à demi-mot et leur animosité s'accrut si brusquement qu'ils décidèrent qu'il fallait en arriver à une bataille. Immédiatement, les deux corps principaux se retirèrent sous leurs diverses enseignes dans les secteurs les plus éloignés de la bibliothèque et là se livrèrent à des menées et consultations sur l'urgence du moment. Les modernes débattaient chaudement du choix de leur chef, et rien moins que la peur qu'ils avaient de leurs ennemis aurait pu les empêcher de se mutiner en cette occasion. La différence était plus grande parmi les troupes montées, où chaque cavalier isolé prétendait être le commandant en chef, du Tasse à Milton, à Dryden et Weaver. La cavalerie légère était commandée par Cowley et Despréaux. Puis venaient les archers, sous leurs vaillants chefs, Descartes, Gassendi et Hobbes, dont la force était telle qu'ils auraient pu lancer leurs flèches au-delà de l'atmosphère sans qu'elles ne retombent jamais, mais au contraire se transforment en météores comme celles des Vendres, ou en étoiles comme le boulet de canon. Paracels arriva avec un escadron de lanceurs de peau à feu des montagnes enneigées de Réti. Vint ensuite un important corps de dragons de différents pays sous la direction de Harvey, leur grand aga, en partie armé de faux, armes de la mort, en partie de lances et de longs couteaux, tous trempés dans le poison, et en partie de balles, d'une nature des plus malignes, qui, utilisées avec de la poudre, tuaient infailliblement sans détonation. Arrivèrent plusieurs corps de fantassins lourdement armés, tous mercenaires, sous les bannières de Guicciardini, Davila, Polydore, Virgile, Buchanan, Mariana,
Camden et autres. Les troupes du génie étaient commandées par Regiomontanus et Wilkins. Le reste, une multitude confuse, conduite par Duns Scott, Thomas d'Aquin et Bellarmine en masse et de stature puissante, mais sans armes, ni courage, ni discipline. En dernier venait une foule innombrable de calones, esclaves, bandes d'énergumènes conduites par l'estrange, gredins et gueux qui ne suivaient l'armée pour rien d'autre que le pillage, et tous sans manteau pour les couvrir. L'armée des anciens était beaucoup plus réduite en nombre. Homère conduisait les troupes montées et Pindare la cavalerie légère. Euclide commandait les troupes du génie, Platon et Aristote les archers, Hérodote et Tite-Live les fantassins, Hippocrate les dragons, les alliés conduits par Vossius et Temple formaient l'arrière-garde. Toutes les choses allant avec violence vers une bataille décisive. La renommée, qui très fréquentée, avait un vaste appartement jadis octroyé dans la bibliothèque royale, vola droit jusqu'à Jupiter, à qui elle fit un compte-rendu fidèle de tout ce qui s'était passé entre les deux parties situées en dessous, car parmi les dieux, elle dit toujours la vérité. Jupiter, très affecté, réunit un conseil dans la Voie lactée. Le Sénat assemblé, il annonce la raison pour laquelle ils ont été convoqués. Une bataille sanglante et imminente entre deux puissantes armées appelées livres, les anciens et les modernes, et dans laquelle l'intérêt céleste n'était que trop profondément concerné. Momus, le protecteur des modernes, fit un excellent discours en leur faveur, auquel répondit Pallas, protectrice des anciens. L'assemblée était partagée quant à ses inclinations lorsque Jupiter donna l'ordre de déposer devant lui le livre du destin. Immédiatement, 3 gros volumes in-folio contenant les récits de toutes choses passées, présentes et à venir furent apportés par Mercure. Les fermoirs étaient d'argent rehaussé d'or, les couvertures de peau de dinde céleste, et le papier tel qu'ici-bas il aurait pu passer pour du vélin. Jupiter, ayant lu le décret en silence, ne voulut en communiquer la teneur à personne, mais referma bientôt le livre. Merci. Jonathan Swift. Merci.